municipal. Tout d'abord, je vous propose de signer la fiche de présence qui tourne autour de la table actuellement. Le quorum étant atteint manifestement puisqu'il y a plus de 14 élus dans la salle, le conseil peut donc valablement délibérer et la séance peut donc être ouverte. En ce qui concerne les procurations ce soir, j'en ai deux à ma disposition, je ne sais pas s'il y en a d'autres. En ma disposition, j'ai la procuration de Philippe Morel, qui est absent ce soir et qui me donne la procuration à mon nom, donc Michel Bette, et j'ai la procuration de Sophie Ménoret, qui donne donc son pouvoir à Aurélia Audrin. Je crois que Sophie va nous rejoindre en cours de route. Donc, en l'absence du maire, qui est donc pas en capacité d'être présent ce soir, je peux le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, et donc, en l'occurrence, je peux présider le conseil municipal de ce soir. Nous délibérons sur les sujets suivants. L'approbation du PV de la dernière séance. L'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 décembre 2025. Donc la même. Un schéma de cohérence territoriale du pays d'Ancenis, la communauté de communes du pays d'Ancenis, mobilité et modification des statuts, la cession des parcelles cadastrées OF numéro 1, 2, 61 et 74 au profit de la Ligue de protection des oiseaux, la convention d'adhésion au service de médecine de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, le débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2026, l'avance sur participation communale 2026 au fonctionnement du CIVOM de Ligné, la régularisation et la mise à la réforme d'une participation d'investissement au collège de Saint-Just-sur-Loire, laquelle participation date de 1994. La demande de subvention au titre de la DETR 2026 afin de financer une partie du projet de rénovation du centre technique municipal et la convention de forfait communal avec le GEC de Saint-Jean-Bosco. Vous avez constaté également qu'il y a une délibération sur table qui porte sur l'autorisation de paiement et de dépenses d'investissement de 2026 avant le vote du budget principal. Donc pour qu'on puisse délibérer cette proposition de délibération qui est sur table, il me faut l'unanimité du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on délibère cette... Donc je constate que donc la délibération pourra avoir lieu. En ce qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 décembre 2025, vous avez donc tous pris connaissance de ce procès-verbal. Et est-ce que vous avez des remarques particulières à y apporter? Bonsoir, Philippe Tressin. J'ai vu ça tout à l'heure, donc en fait, en ce qui concerne l'actualité des travaux, donc l'article 2.2, en tous les cas, moi j'ai pas dit que c'était la toiture de la mairie qui posait problème, c'était les bâtiments communaux, mais il est inscrit que c'est la toiture de la mairie. C'est pas le cas. Ok, merci. Merci pour cette précision. Ça sera modifié dans le procès verbal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques pour ce procès verbal? Donc, je vous propose d'approuver ce compte rendu. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, ce procès verbal est donc approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés. Je vous en remercie. Alors, la décision prise par le maire, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des remarques à faire? Pas de remarques particulières? Donc je vous propose de passer à la première délibération de ce soir, qui concerne le schéma de cohérence territoriale du SCOT du pays d'Ancenis. Alors, le schéma de cohérence territoriale, je vais vous rappeler, je reprends mes notes, pardon.
Il est proposé pour les 20 prochaines années. Il sert de cadre de référence pour les PLU communaux. Alors pourquoi une révision du SCOT? Le SCOT en vigueur date de 2014 et le territoire a profondément évolué depuis ce temps. En effet, l'évolution du périmètre du Pays d'Anceny avec l'arrivée de nouvelles communes, dont certaines communes qui viennent de Maine-et-Loire, la création de communes nouvelles, les nouvelles exigences réglementaires, notamment environnementales, et les dynamiques très contrastées entre l'ouest de la Compa, qui est plutôt urbain, et l'est, qui est plutôt rural. Donc une mise à jour était donc indispensable pour ce SCOT. C'est un travail engagé depuis plusieurs années et largement concerté. Tout d'abord, ça a consisté en un diagnostic du territoire, des ateliers avec les élus communaux et intercommunaux, des échanges avec les partenaires institutionnels et la concertation avec les habitants. Les communes ont été associées tout au long de cette démarche. Alors, les grandes orientations du SCOT, est-ce qu'on peut en retenir? Le projet repose sur une ambition et deux axes complémentaires. L'ambition, c'est de préserver les ressources et le cadre de vie, tout en assurant un développement équilibré du territoire. Alors, un territoire rayonnant et équilibré, ça veut dire soutenir le développement économique, l'industrie, l'artisanat, l'agriculture et les commerces, accueillir de nouveaux habitants de manière maîtrisée. Il est prévu d'accueillir environ 12 000 habitants d'ici 2046, c'est-à-dire dans 20 ans, avec environ 350 constructions de logements par an en moyenne, et diversification de l'offre et logements aidés en visant la production d'à minima 15 à 20% de logements aidés. Organiser les mobilités, c'est-à-dire renforcer les transports collectifs, limiter la dépendance à la voiture et urbaniser en priorité près des gares. Le deuxième axe de ce SCOT, c'est un territoire résilient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire fortement la consommation d'espace, la priorité au renouvellement urbain et au centre-bourg, l'objectif maximum de 293 hectares consommés sur 20 ans, la protection de l'eau, des paysages et de la biodiversité, et la prise en compte du changement climatique et de ses risques. Le projet du SCOT a donc été arrêté par la Compa en décembre 2025. Les communes disposent de 3 mois pour donner un avis. Vous avez donc reçu l'ensemble des documents avec la note de synthèse. Est-ce que vous avez des questions à poser avant de passer au vote? Oui, monsieur Gall. Oui, les gars. Alors, on a eu 5 jours pour étudier ces documents. On doit déjà les voter ce soir. Je trouve que c'est un peu court. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. La mairie aurait peut-être pu nous les fournir avant. Merci. Bien, d'autres remarques? Donc, je vous propose de donner un avis favorable sur le projet de schéma de cohérence territoriale du Pays d'Anceny. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on a 5 abstentions, si je comprends bien. Pardon? Ah, 6 alors. 6 abstentions. Et qui est pour? Donc, tout le reste est pour. Donc la délibération est prise à la majorité des membres présents et représentants. Deuxième délibération ce soir, c'est concernant la communauté de communes du Pays d'Anceny, le plan des mobilités et la modification des statuts. Alors cette délibération concerne une modification des statuts de la Compa en matière de mobilité, et plus précisément du transport à la demande. Depuis 2021, la Compa est autorité organisatrice de la mobilité locale au côté de la région. L'objectif aujourd'hui, c'est de mieux articuler l'offre de transport à la demande régionale et celle de la Compa, afin d'avoir un service plus lisible et plus efficace pour les habitants. La modification des statuts permet de déléguer partiellement cette compétence à la région, tout en conservant une offre complémentaire portée par la Compa. Le sujet d'ailleurs a été vu en commission
environnement, tourisme et vie économique. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette délibération? Pas de questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour? Donc c'est une délibération qui est prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Nouvelle délibération, c'est la cession des parcelles cadastrées section OF numéro 1, 2, 61 et 74 au profit de la Ligue des protections des oiseaux, dite la LPO. Alors, la commune du Cellier est propriétaire depuis le 17 février 2009 d'un ensemble de parcelles communales situées sur l'île Neuve, intégrées dans son domaine privé. La pointe sud-ouest de l'île, d'une superficie d'environ 16 hectares, a été acquise par la commune par préemption au titre des espaces naturels sensibles en 2009. Villeneuve est soumise à de nombreuses réglementations environnementales. Les parcelles communales sont principalement constituées de prairies maigres, de fauches et de haies bocagères composées d'arbres têtards. Je rappelle aussi qu'un bail environnemental a été signé avec M. Édouard Debonnet pour une durée de 9 ans jusqu'en 2032, afin d'assurer la gestion et l'entretien de ces espaces dans le respect de leur vocation environnementale. Depuis plusieurs mois, nous sommes en relation avec la Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO, qui souhaite se porter acquéreur des parcelles. L'association souhaite conserver la gestion agricole actuelle et développer la découverte du site et l'éducation à l'environnement pour les publics larges. La commission d'urbanisme a donné un avis favorable lors de la séance du 4 décembre dernier à cette cession, donc des parcelles de Villeneuve. Le prix de la cession est de 39 600 €, soit 0,23 € du mètre carré, ce qui est en conforme avec l'évaluation faite par France Domaine. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette délibération? Oui, Aurélia. Bonsoir, Aurélia Audrin. Moi, je n'ai pas forcément de questions, je vais juste dire que je vais m'abstenir sur ce vote, même si donc, quand on a reçu le président de la LPO, il m'a bien rassuré par rapport au fermage agricole dans le futur. Aujourd'hui, il est président, demain, je ne sais pas qui sera président, donc même si le bail, effectivement, il reste en 2032, après, je ne sais pas ce qu'il va devenir, et voilà, je préfère m'abstenir par rapport à ce point. Merci. D'autres remarques? Oui, Bonsoir, Virginie Postec. Je n'avais pas de remarque, mais maintenant j'en ai une en fait. Quand tu dis, Aurélia, que le président de la LPO t'a convaincu, est-ce que tu peux expliquer dans quelles circonstances que vous l'avez reçu? Oui, bien sûr, c'était une réunion avec la majorité. Du coup, il a présenté son projet, donc moi je lui ai posé la question, parce que c'est vrai que le fermage agricole, c'est un site protégé, en effet, jusqu'à 9 ans. Au bout des 9 ans, donc, la LPO peut soit le garder pour elle-même, ou alors le mettre en continu en bail en fermage agricole. Donc c'est vrai que son point de vue était bien aujourd'hui de se dire le principe est de continuer avec l'agriculteur en question, donc très bien. Après, moi je me dis c'est son avis à lui, et demain, est-ce qu'il sera encore là président? Donc c'était, je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est intéressant parce que je n'avais pas ces informations et donc je me tourne vers M. Huette et je me demande pourquoi est-ce que tout le conseil n'a pas bénéficié des mêmes informations. C'est un choix qu'on a fait, c'est de proposer cette cession à l'ensemble de la majorité, puisqu'il y avait quelques inconnus, quelques points de, comment dirais-je, il fallait éclaircir à certains points. Je crois que monsieur le président de la LPO a parfaitement répondu, et donc il y a eu un accord quasi unanime pour vendre ces terres. Et voilà. Donc c'était uniquement avec la majorité. D'accord, oui, parce que ça ne répond pas à ma question en fait. Pourquoi est-ce que tous les conseillers municipaux ne peuvent pas disposer des mêmes informations? C'est un choix délibéré qu'on a pris de rencontrer que la majorité sur ce sujet. Oui. Bonsoir, Christiane Général. Oui. Je rejoins le point de vue d'Aurélia, c'est-à-dire d'abord nous sommes contre le fait de vendre du patrimoine communal et nous allons nous abstenir vu que c'est la LPO, mais voilà. Okay. D'autres remarques?
je m'engage un peu Michel, moi, dans cette élite, c'est que alors, énormément, je suis pour que le projet d'accord se fasse. Pour autant, si demain la DTM donne un avis négatif, et bien après le site ne vaudra plus rien. Donc je pense que c'est prendre le risque de vendre les terres avant le bâti. Merci. D'autres remarques? Oui. Ouais, par rapport à la réflexion et la rencontre avec la personne de la LPO, son discours était tout à fait plutôt agréable et puis sincère. La seule chose qui m'embête, c'est cette vente qui ressemble plus à une vente à la découpe dans un premier temps. Ce qui rejoint un petit peu les arguments de Marc, que derrière, on ne sait pas ce que va devenir le bâti par rapport aux réflexions. Donc ce soir, ma réflexion était amurrie plutôt dans le sens où je vais plutôt m'abstenir ce soir. Pas voter contre, je suis pour la vente, qu'on soit d'accord, de l'ensemble, mais pas de la vente d'un morceau, et peut-être que derrière la suite, on ne la connaît pas. Ok. D'autres remarques? Je vous propose donc de voter à main levée pour approuver la procédure de cession des parcelles cadastrées section OF numéro 1, 2, 61 74, une contenance totale de 165 847 m², pour le montant de 39 600 €, prix validé par France Domaine, comme je l'avais dit précédemment. M'autoriser à signer l'acte notarié, les frais d'acte et le géomètre seront à la charge de la LPO. Préciser que la cession se fera en conformité avec le bail environnemental en cours, transférable à l'acquéreur si nécessaire, et dans le respect de toutes les contraintes réglementaires et environnementales mentionnées. Qui est contre? Qui s'abstient? Neuf abstentions, si je me souviens. J'ai bien compté. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 abstentions. Qui est pour? 2, 12, 13, et moi 2, 15. Bien, nouvelle délibération, c'est une convention d'adhésion au service de médecine et de prévention du CDG 44 de Loire-Atlantique. Alors, cette délibération concerne la médecine professionnelle et préventive des agents communautaires. En tant qu'employeur, la commune a l'obligation d'assurer le suivi médical et la prévention des risques professionnels. Pour cela, nous adhérons au service de médecine professionnelle et préventive du CDG 44 qui assure ces missions pour notre compte. Le taux de cotisation est de 0,51% de la masse salariale. Pour information, le coût annuel pour la commune de 2025 était de 16 949 €. La délibération vise simplement à m'autoriser à signer la convention correspondante conformément au projet annexé. Cette convention a une durée de 4 ans. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Alors maintenant on passe à l'actualité des commissions d'urbanisme et des commissions de travaux. Philippe. C'est bon. Bonsoir, Philippe Tressard, donc l'actualité pour les travaux. En ce qui concerne l'école, donc on peut penser que le planning sera respecté, même si on a eu un petit peu de retard au niveau des menuiseries extérieures, pour des problèmes de personnel absent. Sinon, donc au niveau de l'église, on a commencé le 19 janvier. Là, au niveau du planning, il n'y aura aucun souci, on sera dans les délais, même si l'équipe ne travaille que 4 jours par semaine. Mais voilà, ça se passe très bien. Ensuite, en ce qui concerne les locaux les anciens locaux de la Poste,
Donc là, on va faire une réception vendredi prochain. Normalement, ce sera disponible la semaine d'après. Il faut savoir que la peinture des musées Israël se fera plus tard pour des questions climatiques. C'est pour ça qu'elles sont blanches. Normalement, ça c'est du blanc, c'est un bleu qui sera peint. Et puis les compteurs sont posés vendredi. Donc on a bien les deux locataires prévus qui s'installeront dans la foulée, à partir de la semaine d'après, si voilà, c'est l'activité principale. Alors s'il y a aussi au niveau évidemment du parking de la gare, on avait annoncé que ça serait fermé jusqu'au 20 février simplement. On se rappelle qu'initialement c'était bien plus tard, mais on avait une bonne nouvelle qui finalement n'est plus une bonne nouvelle parce qu'ils vont être obligés de décaler de 2 semaines parce qu'ils ne pourront pas poser les pavés sur des demi-chaussées. Ils seront obligés de bloquer la route complètement. Par contre, le soir, on pourra normalement circuler à partir du 19 février, parce qu'ils auront posé leur OB le 17 et 18. Mais voilà, donc il y aura 2 semaines de plus. Je sais que c'est embêtant pour tout le monde. On aurait pu gagner 2 semaines, on ne les gagne pas. Il y aura en plus effectivement des travaux sur le réseau électrique qui font que la déviation est encore un peu plus longue que prévu, au rond-point de la joie. Mais bon, quand on aura fini, on aura un beau parking de la gare qui sera bien fonctionnel. Voilà, le planning normalement sera respecté globalement. Merci. J'en ai fini pour l'actualité des travaux. Merci Philippe. Si la prochaine commission, ce sera le 18 février, ce sera donc la dernière commission, et la précédente a eu lieu le 28 janvier. Merci. En ce qui concerne l'actualité de la commission organisme, la prochaine commission, et je crois, va le dire, c'est le 16 février. Alors nous allons passer maintenant aux finances, avec le débat d'orientation budgétaire, qui est présenté donc par Benoît Leblanc. Bonsoir, Benoît Delaunay. Un petit problème de qualité et notre ami Léon. Je vais vous présenter mes rapports d'orientation budgétaire 2026. Donc je vous rappelle, c'est une obligation légale, c'est l'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce débat permet donc de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer les élus sur sa situation financière avant de voter le budget primitif lors d'une séance ultérieure. Donc, au sommaire de ce rapport, donc un petit point sur le contexte international, un contexte à suite nationale et locale. On prend un petit focus sur les incidences du projet de loi de finances 2026 sur nos finances communales. Un point sur les causes de l'augmentation des dépenses communales. Enfin, une vue des comptes annuels de 2023-2025. Nous ferons un point sur l'endettement et ensuite les orientations budgétaires en recettes et dépenses de fonctionnement et puis en recettes et dépenses d'investissement. Un point sur la fiscalité et le plan pluriannuel d'investissement. Le contexte international, la croissance donc pour l'année 2026 devrait être dans la continuité de 2025 avec une légère baisse mais continue d'accélération et devrait s'établir entre 2,9 et 3,1%. Ces prévisions étant tributaires de nombreux événements géopolitiques
telles que l'intervention des USA au Venezuela, les mesures commerciales américaines ainsi que les conflits en cours et potentiels. Les États-Unis seraient les premiers touchés par ce ralentissement qui ne devrait leur permettre d'obtenir qu'1,5% de croissance. La Chine continuerait à voir sa croissance chuter en baissant à 4%, mais resterait bien supérieure à celle des pays occidentaux. La croissance sur la zone euro devrait s'homogénéiser avec un taux global de 1,4% et pour la France, on se situerait entre 0,9 et 1%. L'inflation devrait reculer sous la barre des 2%, ce qui permettrait de soutenir la consommation. En l'état, les établissements bancaires traditionnels n'ont pas adopté encore leur offre à ce nouveau contexte et les emprunts arrimés sur le taux de livret A sortent leurs épingles du jeu. Sur le contexte national et local, comme indiqué précédemment, l'inflation des taux est ainsi passée à 2% en juin 2025 et les taux directeurs ne devraient pas évoluer en 2026. La croissance, selon plusieurs sources, devrait s'établir entre 0,9 et 1% en France pour 2026 et ne marquerait qu'une progression relative par rapport à 2025 dont la croissance serait comprise entre 0,7 et 0,9%. Enfin, le taux de chômage s'élève à 7,7% des actifs au troisième trimestre 2025 et au plan local, celui du pays d'Ancenis, les dernières données datent de septembre dernier et sont positifs avec un taux de chômage particulièrement faible à 4,4% malgré un contexte plutôt morose. Les principales incidences sur le projet de loi de finances sur les finances communales. Lors des travaux du projet de loi de finances 2026, les déficits des années 2024 et 2025 ont été revus respectivement à moins 0,58% et moins 5,4%. L'endettement structurel de la France se poursuit pour atteindre probablement 120% du PIB en 2026. En attendant le vote de la loi de finances, donc maintenant la promulgation comme le vote a eu lieu hier, une loi spéciale est applicable et reconduit donc les crédits votés en 2025 pour les collectivités. Certains versements risquent néanmoins d'être difficiles sans la promulgation de la loi de finances, c'est notamment pour les versements des subventions. L'assainissement va se faire avec la contribution des collectivités locales à hauteur de 4,6 milliards d'euros, selon le gouvernement, mais ce chiffre est contesté par les associations d'élus qui l'évaluent plutôt aux alentours de 8 milliards d'euros. Voici en tout cas les pistes de contribution des collectivités imaginées au sein de cette loi de finances. Donc la dotation globale de fonctionnement, la DGF, devrait être stable, mais avec une augmentation de la part liée à la péréquation et un risque de voir baisser la part centre-bourg, ce qui aurait un impact négatif pour le CNI. La part centre-bourg, c'est un calcul assez compliqué, mais ça tient compte de l'effort fiscal demandé dans les communes, donc leur taux de fiscalité. Ça tient compte également du revenu moyen des habitants et du taux d'équipement de la commune. Donc on a des taux assez bas par rapport à nos voisins, on est une commune bien équipée, avec des habitants ayant des revenus supérieurs à la moyenne, donc on s'attend à être impacté du coup par cette dotation, par une baisse de cette dotation. Sur le champ d'éligibilité du FCTVA, donc c'est le remboursement de la TVA sur certaines dépenses de fonctionnement, il serait réduit et éventuellement une sortie définitive. A priori, aujourd'hui, j'ai des informations contradictoires, donc à voir ce qui sera réellement promulgué. En tout cas, si elle devait disparaître, ce serait une recette en moins de 15 000 €. La compensation versée au titre de l'abattement de 50% de la valeur locative des bases des établissements industriels, et qui concerne donc la cotisation foncière des entreprises et également la taxe foncière sur les propriétés bâties,
serait réduite de 25%, ce qui occasionnerait un manque à gagner pour la commune de 66 000 euros. Depuis 3-4 ans, donc c'est des bâtiments industriels qui bénéficiaient de cet abattement sur leur valeur locative et nous, communes, on avait une compensation de l'État. Donc cette compensation serait donc réduite pour 2026, avec ce manque à gagner de 66 000 euros sur nos recettes. Autre point, l'augmentation du taux de la CNRACL, donc c'est la caisse retraite des agents. Donc une augmentation qui a eu lieu au 1er janvier 2026, donc aura un impact de 25 000 euros. Un autre taux évolue à la hausse, mais ont un effet marginal sur notre masse salariale. Enfin, du côté de notre intercommunalité, donc la COMPA, va subir une confiscation de la dynamique de la TVA en minorant donc l'inflation N-1. Il y a également un écrêtement de sa dotation de compensation ainsi que la minoration de la dotation de compensation de la réforme professionnelle, donc un manque à gagner pour eux de 255 000 euros, et également du fonds départemental de péréquation de sa taxe professionnelle. Donc en quelque sorte, les intercommunalités vont connaître une baisse de leurs recettes indirectement. Nous, collectivités, qui bénéficions des services notamment de la COMPA. Le cycle d'investissement local ralentit du fait du gel et diminution des dotations d'État et de l'année électorale. Et pour cette fin de mandat, l'accent est mis sur la réalisation des projets portés par la municipalité depuis le début du mandat, donc à savoir la rénovation de l'école et de d'autres bâtiments communaux. Ce cycle a néanmoins été ralenti en raison du gel et de la diminution de certains nombres de dotations d'État et par un ralentissement de la progression naturelle des impôts directs locaux qui a poussé à sécuriser notre section de fonctionnement et à étaler dans le temps les différents projets afin d'assurer la soutenabilité. La commune a débloqué l'ensemble des emprunts évoqués au sein de son plan pluriannuel d'investissement, donc à savoir 800 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et 1,5 million auprès du Crédit agricole, ce qui lui permettra d'assurer le financement des chantiers déjà lancés par la municipalité. Compte tenu du contexte électoral, aucun autre projet ne sera engagé avant l'arrivée de la nouvelle équipe municipale. Un petit focus sur les économies réalisées en 2025 malgré l'augmentation des fluides et la rationalisation de la masse salariale. Donc en 2025, malgré l'augmentation du coût des fluides, les charges à caractère général ont Ah oui. Ah, ça va. Encore prêt. C'est ceci. Donc, notamment dans les dépenses, des réductions de dépenses en eau, énergie, combustible et carburant pour un montant cumulé de 30 000 euros. Cela est également dû à une restructuration de la masse salariale. Donc, on avait certains agents mis à disposition par Hervé Loire Initiative qui sont désormais engagés directement par la commune, notamment aux espaces verts. La masse salariale communale a ainsi augmenté seulement de 5% en 2025, alors que plusieurs postes ont été pour la première fois supportés pour une année complète, donc une assistante de direction, un agent au service d'urbanisme, et que la commune a accueilli un nouveau directeur général des services et que le précédent pèse encore sur la masse salariale. Et enfin, les modulaires ont continué à avoir un effet négatif sur notre section de fonctionnement et cela perdurera en 2026. Une petite vue d'ensemble de nos masses financières entre 2023 et 2025.
Donc vous voyez, on a une progression de nos recettes de gestion de 4% et nos dépenses de gestion, une progression de 3,6%. Donc notre effet ciseau a tendance à reculer. Donc nous avons une épargne brute également qui retrouve des bonnes couleurs. Donc après une année 2024 compliquée où on était inférieur à 400 000 euros, on arrive à fin 2025 à 700 000 euros. Et donc de la même manière, notre épargne nette retrouve les niveaux de 2023. On était à 415 000 euros en 2023. 171 000 euros en 2024 et 435 000 euros fin 2025. Et enfin, voilà l'avant-dernière ligne, les résultats de clôture. Nos résultats de clôture à la fin de l'année s'élèvent à 2 043 961 euros. Donc la situation financière de la commune au regard de sa CAF et de sa dette, après donc une année 2024 au cours de laquelle tant la capacité d'autofinancement brut que nette a baissé en grande partie en raison de dépenses imprévues, qui a constitué notamment l'école modulaire, les chiffres se sont sensiblement améliorés en 2025 en revenant à ceux de 2023. Donc cela est dû à une augmentation de nos recettes de fonctionnement qui a eu lieu grâce à une augmentation de nos recettes d'impôts directs locaux, 200 000 euros, ainsi que nos recettes liées au reversement d'impôts et taxes pour 80 000 euros. Dans un même temps, notre masse salariale a augmenté de manière limitée, 90 000 euros, malgré une revalorisation de l'IFCE des agents fin 2024 qui a produit donc ses effets sur l'année entière 2025. Et également une augmentation du taux de la caisse retraite des agents et également le recrutement de plusieurs agents. Dans le même temps, les charges à caractère général sont revenues à un niveau proche de celui 2023 après une année 2024 marquée par le coût des fluides et le coût d'installation des modulaires. Un petit focus sur l'épargne brute de 2019 à 2025. Donc on retrouve l'année compliquée de 2024 et fin 2025, une épargne brute à 706 000 euros qui retrouve les niveaux auparavant. Un petit focus ensuite sur l'évolution de nos résultats de clôture, où on retrouve les 2 millions d'euros à fin 2025, qui permet de financer nos investissements en cours et de prévoir d'autres investissements sur le mandat à suivre. Un petit point sur notre endettement. Donc nous avons 6 lignes d'emprunt, un emprunt à la Banque Postale, 2 à la Caisse des dépôts et 3 au Crédit Agricole. Donc notre endettement à la fin 2025 s'élève à 4 270 681 euros. Donc notre capital à rembourser en 2026 sera de 338 000 euros. Et notre dette par habitant, donc à la fin de l'année 2025, s'élevait à 1054 euros par habitant. Et la moyenne de la strate est à 748 euros. Par contre, grâce à l'augmentation de notre capacité d'autofinancement qui a retrouvé les bonnes couleurs, notre taux de désendettement retombe à 6 années à fin 2025, alors que l'année dernière, avec nos résultats de clôture compliqués, on était légèrement au-dessus de 10. Et on devrait redescendre sur 2027
même à 4 années si on suit notre plan pluriannuel d'investissement. Alors, face à ces emprunts, il faut savoir que là, sur le mandat, on a eu des dépenses d'investissement structurant de 6 millions d'euros. L'évolution de l'endettement et situation de la trésorerie, les projets majeurs de la mandature sont aujourd'hui financés tant d'un point de vue de l'emprunt que des subventions et financements propres. Le remboursement du capital pèse sur notre capacité d'autofinancement net et cette situation perdurera jusqu'en 2030, date à laquelle l'amortissement du capital passera à 270 000 euros, soit une baisse de 67 000 euros. Ce sera le remboursement, la fin de notre emprunt de la Poste qui finançait notamment cette mairie actuelle. L'endettement par habitant ainsi que la capacité de désendettement, donc c'est le rapport dette sur l'épargne brute, sont au-dessus de la moyenne, mais cela est à rapporter aux projets communaux qui sont d'ampleur. Cette capacité de désendettement va s'améliorer les années prochaines grâce à la fin de la charge que représente la location des modulaires et la diminution chaque année de la charge d'intérêt d'emprunt. Et enfin, notre trésorerie est actuellement créditrice de 2 millions d'euros, ce qui permet d'aborder l'année 2026 sereinement. Le point sur les orientations budgétaires, tout d'abord sur nos recettes de fonctionnement, comme évoqué lors de la présentation du projet de loi de finances 2026, le volume des dotations d'État est gelé alors que les dépenses de fonctionnement vont progresser. Les recettes fiscales seront très peu dynamisées, encore moins que l'an passé, par l'effet de la base indexée sur la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisée de novembre 2025. Donc ces bases vont être valorisées de 0,8%, alors que l'année dernière, ces bases étaient revalorisées de 1,7%. Les constructions nouvelles ainsi que les travaux sur l'existant devraient permettre d'augmenter les bases, mais il est difficile de jauger à quel point, sachant que la construction ne reprend des couleurs que depuis début 2025 et qu'il existe des exonérations pour les 2 premières années concernant les habitations neuves. Il sera donc pertinent d'envisager une augmentation du taux des différents impôts directs locaux afin de contenir le désengagement de l'État au travers de ses dotations et le mécanisme de compensation et permettre aux projets communaux d'être réalisés. Un petit point sur l'impact sur la variation des taux et recettes attendues. Un petit schéma de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte. Donc, c'est les bases sur la taxe foncière bâtie. Si on augmente nos taux d'un point, le gain en impôt représente 47 336 euros. Si on l'augmente de 2 points, le gain est de 94 672 euros. Et si on l'augmente de 3 points, le gain est de 142 000 euros. Je passe les taxes foncières sur le non bâti ou la taxe d'habitation, où là les impacts sont vraiment faibles. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc la vigilance sera encore une fois de rigueur tout en ayant une politique sociale à l'égard des agents. Il conviendra donc à nouveau de resserrer les dépenses autour des compétences obligatoires de la commune. La commune voit sa masse salariale augmenter du fait du glissement vieillesse, technicité naturelle. Par ailleurs, dans un objectif de sincérité budgétaire et la meilleure appréhension du budget, les dépenses liées à la mise à disposition des agents RP Loire Initiative et des agents également des générales des services seront désormais imputées au chapitre 12. L'augmentation des cotisations des taux de la caisse retraite des agents, qui ne sera pas ressentie par les agents eux-mêmes, va elle aussi avoir un impact négatif sur les finances de la commune.
Il y a la création d'un poste de responsable d'exploitation centre technique municipal. Donc cette personne recrutée arrivera au premier trimestre 2026. Et la sobriété énergétique a marqué l'année 2025 avec une baisse des consommations par rapport à l'année 2024. Il s'agira de continuer dans la même direction en 2026. Et enfin, des arbitrages seront peut-être nécessaires sur des dépenses sans rapport avec les compétences communales obligatoires. Concernant les orientations budgétaires pour les dépenses d'investissement, le contexte évoqué précédemment implique que la capacité d'autofinancement de la commune risque de se contracter pour l'année 2026, qui est par ailleurs une année électorale. L'action sera donc centrée sur les projets du plan pluriannuel d'investissement, les travaux engagés, donc à savoir rénovation de l'école, la construction d'une chaufferie biomasse avec son réseau de chaleur, la rénovation de la poste, les vestiaires du centre technique municipal, ainsi que l'éclairage et le chauffage de l'église seront poursuivis en veillant à l'absence de dérapage budgétaire. Concernant les recettes, les capacités d'action sur ce volet se résument à la recherche encore plus accrue de subventions dans un contexte où l'État raréfie ses guichets et ainsi que sur la cession de biens. Les autres ressources, taxes d'aménagement, sauf ce qui concerne les zones économiques qui sont fléchées sur la compas, devraient se maintenir au niveau de l'année 2025, qui avait accusé un repli par rapport à 2024, un repli de 50%. Concernant la fiscalité, il a été exposé que les bases fiscales seront indexées sur cet indice IPCH de novembre 2025, donc une revalorisation de 0,8%, ce qui ne compensera pas les baisses de recettes et les augmentations de dépenses en fonctionnement que subit la commune. Donc une réflexion est à mener concernant l'évolution des taux de fiscalité directe locale, tout en gardant à l'esprit les salariés et salariennes sont également impactés par les incertitudes économiques qui nous préoccupent. Il y a un petit rappel des projets d'investissement majeurs qui sont portés cette année. Donc la rénovation de l'école, 2,6 millions, donc 300 000 qui ont été liquidés l'an passé. Le chauffage et l'éclairage de l'église, 110 000 euros. La rénovation du CTM, 300 000 euros. Le parking de la halte ferroviaire, 192 000 euros, dont 70 000 ont déjà été liquidés en 2025. Nous aurons le système de badge pour les bâtiments communaux, 50 000 euros. À prévoir la révision générale du plan du PLU, donc les crédits devront être inscrits au budget 2026. Donc ce sera charge de la future équipe de 106 000. Et également les toitures, réfection des toitures où des crédits devront être inscrits également au budget 2026, donc également à charge de la future équipe de s'en saisir. L'objet permet à la future équipe de penser ses futurs projets et aucun nouveau projet d'ampleur ne verra le jour. Voilà. Merci Benoît. Est-ce que vous avez des questions sur ce débat d'orientation? Oui, Patrice. Patrice. Oui, Patrice Sabatier. Merci Benoît pour cette présentation détaillée et bien présentée, bien organisée. Effectivement, j'ai une question de détail et puis une question de fond. Question de détail, c'est, tu parles de taux de dépôt, alors dans l'AUS comptable, je ne sais pas ce que c'est, tu m'expliqueras, mais c'est une explication à donner. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est on a enfin un budget, puisqu'effectivement ça fait depuis hier, il y a le budget à l'État.
pense, suit l'actualité. Et avec la nouvelle loi de finances, on a effectivement une perte des dotations d'État qui vont être importantes. Dans l'état que tu nous présentes, tu ne donnes pas la somme des dotations d'État qu'on va perdre. Je pense qu'il serait bon de préciser cela. La somme de toutes ces dotations de l'État qui vont diminuer. J'ai cru comprendre que ça aux alentours de 100 kg d'euros. Et cette perte de dotation de l'État, ça va s'aggraver par moins de services par la Compar, parce qu'effectivement la Compar également est impactée par effectivement les baisses des dotations. Donc, bon à malin, d'une certaine façon, la somme de toutes ces baisses vont conduire effectivement à une perte au niveau de notre budget relativement importante. Sinon, on peut être satisfait effectivement du retour à une situation qu'on a connue en 2023 pour effectivement avoir une clôture d'exercice de 2 millions d'euros qui permettra à une nouvelle équipe de travailler. Voilà. Merci de cette précision. Les taux de dépôt, c'est les taux de rémunération des placements en banque. C'est une moyenne. Voilà. C'est le taux de rémunération des dépôts faits en banque. Et donc, ton autre question. Les dotations. La baisse des dotations, on attend de la préfecture la douloureuse, l'État qu'on reçoit souvent la veille du vote du budget. Donc pour l'instant, sur notre construction budgétaire, sur la DGF, on la laisse stable, au même montant, comme après, étant donné qu'on a une augmentation de la population, la baisse devrait être compensée par la hausse d'habitants. Voilà. Donc, mais de toute façon, on aura l'État. J'espère qu'on aura l'État avant le vote du budget. C'est ce qu'on a eu l'année dernière, malgré le vote de la loi de finances décalée. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est la trésorerie qui donne leurs préconisations. Merci. D'autres questions? Monsieur Chapeau. Bonjour. Patrick Chapeau, excusez-moi de retard. Ça ne marche pas? C'est bon. Donc Patrice Chapeau, je m'excuse envers le conseil de mon retard. J'ai plusieurs questions concernant ce web. Je trouve que dans ce document, il manque des éléments. Je trouve qu'il manque, notamment, il manque le PBI. Même si on est en fin de mandature, ça aurait été intéressant de voir l'impact en 2026 et 2027. Surtout que sur l'exercice que vous nous soulignez, 2025, on a une somme d'investissement un peu plus d'1 million d'euros, alors que les grands chantiers du mandat, je pense à l'école, notamment l'école, mais d'ailleurs dans l'école, est-ce que la chaufferie biomasse fait partie de la rénovation? À mon sens, j'ai vu un chiffre de 500 000 euros au-dessus de ce chiffre-là, dont l'annexe 10 qui est annexée à ce conseil municipal. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir ces chiffres-là? Est-ce qu'on pourrait avoir la colonne 2026 pour voir? Vous parlez, il y a une phrase, vous dites que l'exercice 2026 va être contracté. Moi, je pense qu'il va être très lourdement impacté, puisque si je prends vos chiffres, bon, il n'y a pas BPI, mais si je prends vos chiffres, la somme des investissements du mandat actuel, il va s'élever à 3 468 000 euros. Comment est-ce qu'il va être alors? Il est financé par le emprunt, mais comment est-ce qu'il va être impacté, structuré sur l'année 2026, 2027, 2028, on n'a pas ces éléments-là. Vous oubliez les résultats qui sont présents, donc le financement de nos investissements sur 2026 sont, je peux vous rassurer, sont absorbés. Et après, donc, j'aurais pu faire un plan pluriannuel d'investissement, mais ça va être la prochaine équipe qui va inscrire ces projets d'investissement. Donc, non, que sur les chiffres. Vous m'auriez peut-être trouvé très orgueilleux de mettre mes projets d'investissement sur la prochaine mandature. Donc,
Non, pas les projets de la liste de l'équipe qui sera en place en mars. Je parle le PBI, des investissements actuels. Oui, c'est ça, comme tout à chacun, on sait que le projet de l'école, 2 600 000, la rénovation. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils montent la chaufferie biomasse? Elle est dedans. Ah non, mais donc, regardez, allez chercher l'analyse 10, on parle de 3 millions, j'ai vu 3 186 000 euros. Non, C'est bon. excusez-moi, je suis d'accord, effectivement, c'est une remarque que je voulais faire sur la page 9 de la note d'accompagnement du ROP. Il y a effectivement des crédits qui sont supérieurs à des investissements. C'est effectivement 3 millions au lieu de 2 600 000. Et il y a un autre poste aussi. Donc c'est une question que je voulais poser. Donc là, Patrice, il a raison sur ce point-là. Mais la biomasse est bien comprise dans les 2 600 000. Tu parles bien du chiffre TTC, les investissements que tu présentes. C'est écrit. Oui. D'où vient ce chiffre-là? Il s'agit 3 millions 186 000. Il s'agit des crédits du budget primitif et non du budget voté. Parce que le marché a été passé en premier, on n'avait pas les montants du marché. Au moment de voter le budget. D'accord, ouais, c'était ce qui était inscrit sur le budget primitif. Et en effet, la note a été revue à la baisse l'été dernier, lorsqu'on a reçu le marché. Ils sont tout à fait, ok. Aurélie Valadier, moi j'ai une question concernant l'endettement. Parce que dans une des diapos, là, vous indiquez que le remboursement du capital pèse sur la capacité d'autofinancement net de la commune et que cette situation perdurera jusqu'en 2030. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Ça veut dire qu'aucune banque ne prêtera à la commune avant 2030 parce que notre capacité n'est pas suffisante. Non, c'est pas ça, c'est nos remboursements sont lourds jusqu'en 2030, mais en 2030, on a un emprunt qui s'arrête, donc on se retrouve dans la capacité, une capacité d'autofinancement net beaucoup plus importante. Donc c'est bien la capacité à pouvoir emprunter, parce que 2030, c'est quand même 2 ans avant la fin d'un mandat. Ça paraît quand même bien. Le prochain mandat, il va quand même être compliqué là, pour des gros projets. C'est ce qu'il faut comprendre ou pas? Non, comme pour avoir des emprunts, c'est surtout le taux, la durée en année de remboursement de l'emprunt, cette moyenne qui est importante vis-à-vis des établissements financiers. Je vous rappellerai qu'en 2020, je me rappelle nous avoir dit que la commune était en banqueroute. Voilà, je vous rassure, on est en 2026, on va laisser 2 millions de résultats de clôture et on a pu quand même investir 6 millions d'euros sur ce mandat. De toute façon, le capital emprunté, il va baisser. Là. Donc on a une CAF net qui est supérieure au capital emprunté chaque an. Donc ça nous rassure, ça, je pense. Ouais. Monsieur Chapeau. Donc, moi, alors, je voudrais aussi intervenir sur la taxe fiscale, parce que dans l'Europe, vous évoquez la nécessité, c'est dit entre les lignes, hein, il y a une nécessité de réfléchir à augmenter la taxe d'habitation foncière, avec 3 scénarios, 1%, 2%, 3%. C'est une décision qui va faire partie du mandat sortant. De toute façon, les taux sont votés au budget, donc ce sera au prochain conseil municipal. Donc là, on finalise le budget, on verra si ou non il y aura l'augmentation des taux de taxes, essentiellement la taxe foncière. Donc ce sera en fonction des précisions, notamment de la DGF, que l'on aura, j'espère, reçu de la préfecture. Oui, je voulais juste rebondir sur cette phrase que vous avez laissée, qui est très sibylline à la fin, justement, sur le fait qu'on se laisse la possibilité d'augmenter la taxe foncière, mais qu'on prend aussi en compte la situation des salariés, mais aussi impactée. Franchement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous passez à 3% là, juste avant la fin du mandat,
c'est que finalement les Célariens ne sont pas si impactés que ça par les problèmes économiques. Qu'est-ce qu'il faudra comprendre par rapport à nos habitants, je parle pas uniquement par rapport au budget. C'est-à-dire qu'on doit travailler nos dépenses de fonctionnement et on est en train de le faire. Monsieur Chapeau, excusez-moi. En commission finance, lorsqu'on a échangé sur ces points-là, il y a un point important, c'est ce que vous disiez, je pense que ça c'est important qu'on ait tous en tête, c'est qu'au CELI, les bases foncières sont malgré tout assez basses par rapport aux moyennes des autres communes. Les taux. Les taux sont assez bas par rapport aux autres communes, avec des revenus moyens plutôt au-dessus des moyennes. Et ce qui fait que ces deux paramètres, ça nous pénalise, puisque l'équation elle est complexe, mais les dotations d'État tiennent compte de cette clé de répartition, et ça nous impacte. C'est-à-dire le fait d'avoir quelque part l'État nous oblige à augmenter la taxe foncière. Enfin, c'est ce que je comprends. Vous avez bien compris, monsieur Chapeau. C'est bien comme ça. C'est un choix après. D'autres questions? Oui. Madame Postel. Oui, alors moi je lis dans votre document que vous marquez que la capacité d'autofinancement va baisser suite à la dépense imprévue de l'école modulaire. Et donc c'est comme si en fait on était, comment dire ça, cette dépense elle arrivait et alors que vous aviez fait tout ce qui était prévu et donc elle venait en plus de tout le reste. Mais ce que je voudrais préciser quand même, c'est qu'il y avait un projet de halle de sport pas fait, rénovation des vestiaires pas fait, une diagonale qui devait passer derrière au niveau du prieuré pas fait, l'aménagement du bourg pas fait, un skatepark pump track pas fait. Donc ça faisait quand même déjà pas mal de choses qui n'ont pas été faites. Et donc il y aurait dû avoir une compensation avec cette dépense imprévue, étant donné qu'il y a en fait, je sais pas, quasiment tout ce qui avait été annoncé qui n'a pas été fait. Oui, c'est des choix budgétaires qui sont nécessaires, comme voilà, lorsqu'on n'a pas de sous, on ne les dépense pas. Moi, je voudrais juste intervenir sur ces sujets-là, parce que tous les projets que vous annoncez, notamment autour de la circulation dans le bourg, vers le voie au nord, etc., c'est des projets qu'on envisageait à moyen et long terme. Ce n'est pas du tout des projets qui avaient été fléchés pour le mandat actuel. Donc le projet qui avait été fléché, c'est le parc de la Motte, et le reste, c'était dans les 5-10 ans qui venaient. Vous relirez votre projet, parce qu'en fait, la diagonale, elle était prévue là, à la fin du mandat. Donc regardez. Et alors, l'autre précision que je dois vous apporter, c'est que cette diagonale, elle est prévue avec le lotissement du prieuré. Et comme le lotissement du prieuré rencontre des difficultés aujourd'hui, il n'est pas question de faire la diagonale. Et qu'il y avait une recette attendue par rapport à ce logement à ce lotissement du prieuré, que l'on n'a pas, donc on ne peut pas faire les dépenses en face. Je vous en prie, madame Valérie. Oui, je voulais juste préciser par rapport à ça qu'effectivement, vous nous dites que c'est très très bien géré tout ça, mais ce lotissement du prieuré, ça fait quand même 6 ans qu'on vous dit qu'il ne sera pas possible, ça va être très compliqué, que ça va coûter très cher. Et c'est pas une nouveauté que ça n'apportera donc pas de recettes dans le mandat, que la route n'est pas possible. Voilà, donc c'est pas des nouveautés tout ça. Il ne faut pas le vendre comme étant une découverte. Et j'ajouterais en disant que l'exemple de tout à l'heure avec lequel on a commencé avec la LPO, c'est que si tous les conseillers avaient eu un petit peu le même traitement et avaient pu être écoutés, qu'on avait pu travailler ensemble, peut-être qu'on ne serait pas arrivé dans cette situation. Il y a d'autres questions? Oui. Oui. Michel Gounelier, je voudrais savoir où en est exactement le projet du prieuré et des maisons seniors, parce qu'on n'a pas tellement d'infos. Donc ça m'intéresserait de savoir exactement où on en est. Et quelles sont les hypothèses en fait à venir? Est-ce que le marché va continuer? Dans quel ordre? Enfin, de quelle manière? Est-ce qu'il va y avoir par rediscussion, renégociation? Je ne suis pas au courant du tout. Donc,
Ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le projet du prieuré, ça sort un peu du DOP, mais je vais juste répondre à ta question, c'est qu'il y a de nouvelles études qui sont demandées par la DTM, des études d'impact, faune, flore, et notamment faune, à la fois sur le prieuré et à la fois sur les journaux. Donc pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, on va revenir au DOP si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ou questions, remarques autour du DOP? Bien. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote pour le DOP. C'est juste prendre acte que le DOP a bien été présenté lors de ce conseil municipal. Alors on va passer à la délibération suivante et je vous propose de passer à la délibération que vous avez sur table, c'est-à-dire la modification de l'autorisation de paiement des dépenses d'investissement 2026 avant le vote du budget principal. Oui, il y a différentes lectures entre le Trésor public et les services de la commune. Vous savez, au mois de décembre, on avait voté l'autorisation de paiement des dépenses d'investissement pour 2026. Et donc, le projet, donc école faisant partie des APCP, donc ne rentrait pas dedans. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait donné la délibération au Trésor public, il n'avait rien vu à redire. En tout cas, lorsqu'il fallait maintenant payer les factures de l'école, il nous reproche de ne pas l'avoir mis dans les autorisations de paiement des dépenses d'investissement. Donc on attendait il demande une réponse que la préfecture se prononce et on n'a pas eu encore le retour de la préfecture. Donc pour éviter de pénaliser les entreprises, on vous demande de modifier donc cette autorisation de paiement et d'intégrer donc l'opération 15 521, la PPI rénovation école élémentaire, et donc d'autoriser des dépenses pour 2026 dans l'attente du vote du budget pour un montant de 419 866 €. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc cette délibération est prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Je vous en remercie. Toujours Benoît, la délibération sur l'avance de participation communale 2026 au fonctionnement du Civonne de Ligny. Voilà, qui nous demande de verser une avance sur la participation au fonctionnement, donc avant le vote du budget primitif 2026, donc comme les maires des 3 autres communes, membres du syndicat, c'est pour verser cette avance communale, donc pour un montant à hauteur de 15% de la participation financière de 2025, donc soit la somme de 27 737,17 €. Cette avance au même titre que les autres communes membres, donc Couffet 14 348 €, Mouzeil 10 548 € et Ligné 33 877 € pour permettre de parer aux difficultés de trésorerie rencontrées habituellement entre janvier et mars et ainsi d'ouvrir une ligne de trésorerie et de causer des frais engendrés par celle-ci. Merci Benoît. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Donc je vous propose de voter et d'approuver le versement d'une avance de 27 737,17 € sur la participation communale 2026 au Civonne. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc je vous remercie pour cette délibération qui est prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Toujours Benoît, régularisation et mise à la réforme de participation d'investissement au collège de Saint-Plus-sur-Loire, datant de 1994. Voilà, c'est plus un nettoyage de nos stocks, pareil, c'est le Trésor public qui nous demande ça. Donc on avait participé à l'investissement au collège de Saint-Plus en 1994. Le cellier était rattaché à ce collège de Saint-Plus. Et donc on avait participé à hauteur de 33 123 €, et donc
Il convient de sortir ce bien de nos inventaires. Bien, y a-t-il des questions sur cette délibération? Donc, je vous propose le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Toujours Benoît, sur la demande de subvention en titre DETR 2026 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique afin de financer une partie du projet de rénovation du centre technique municipal. Voilà, c'est dans... Donc on demande une DETR à hauteur de 70 000 € pour ce projet donc, de rénovation des vestiaires du centre technique municipal. Hein. Donc, vous avez le budget prévisionnel de 252 644 €. Et donc nos subventions, donc on sollicite la DETR de 70 000 €. On a acquis via le fonds de concours de la Compa 74 741 €. Donc ce qui fait la part de la collectivité au financement de cette rénovation, la somme de 107 903 €. Merci Benoît. Y a-t-il des questions sur cette délibération? On va procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Alors ensuite, nous arrivons, je crois, à l'actualité de la commission des finances. Benoît. Donc voilà, on finalise le budget. La commission finances spéciale budget aura lieu le jeudi 12 février à 18h30. Benoît, je ne vais pas te laisser. La commission, donc plutôt les affaires sociales, y a-t-il une actualité? Je recherche la date du prochain CCAS qui n'est pas jeudi prochain, mais qui doit être le jeudi suivant. Est-ce qu'il doit être le 19 février? Ça doit être... Ouais, le 19 février. Bien, merci Benoît. Donc nous allons passer à l'éducation enfance-jeunesse et donc une délibération sur la convention de forfait communal avec le GEC de Saint-Jean-Bosco. À toi, Michael. Oui, bonsoir, Michael David. Donc, comme tous les 3 ans, nous allons renouveler, enfin j'aimerais bien en tout cas, qu'on renouvelle la convention avec le GEC concernant la contribution qu'on leur verse tous les ans. La convention vient de s'est terminée fin 2025, donc il convient de la renouveler pour la période 2026, 2027, 2028. Vous avez les montants sous les yeux. Donc, la contribution qu'on verse, hein, c'est le coût, un coût par élève pour les élèves de maternelle et pour les élèves d'élémentaire. Donc il est de 1 540 € et 38 centimes pour les élèves de maternelle et de 645,93 € pour les élèves d'élémentaire. Juste une petite correction dans l'intitulé que vous avez. Hein, il est proposé une nouvelle convention, c'est pour une durée de 3 ans et non pas 3 ans scolaires. On parle bien en année civile de la convention. Bien, merci Michael. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Donc je vous propose de voter à main levée pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention définissant les conditions de contribution avec le GEC et pour une durée de 3 années scolaires, telle qu'annexée à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc je vous remercie pour cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Toujours à toi, Michael, en ce qui concerne donc l'actualité de la commission éducation, enfance, jeunesse. Oui, je m'excuse, petite précision, je ne l'ai pas dit, mais il n'y avait aucune modification sur la convention. La seule chose qui changeait, c'était le nom du directeur en lieu et place de la directrice précédente. Est-ce que vous pensez qu'il faut en voter? Merci pour ça.
Concernant les conventions, concernant la commission éducation enfance jeunesse, donc début janvier, on a organisé une deuxième deuxième matinée de porte ouverte à l'école maternelle. Ça s'est une fois de plus très bien passé. On a pu donner pas mal de dossiers, donc c'est une bonne chose. Je vous rappelle juste qu'on a eu beaucoup de naissances sur les. Plutôt, on est en bonne voie par rapport aux autres communes où les courbes démographiques et les naissances ont tendance à baisser. Nous, on a la chance d'être plutôt sur une ligne ascendante, tant mieux pour nous. Donc ça nous augure d'avoir plus d'élèves dans nos écoles. Concernant le CJC, nous avons pris la décision, Aurélie et moi, de décaler les élections du prochain conseiller des jeunes au mois de septembre. Elles auraient dû tomber ici, là, dans ces périodes-là. Il me paraissait un peu compliqué de délire des nouveaux enfants, sachant pas ce qui allait se passer derrière. Donc on a trouvé plus sage de reporter les élections au mois de septembre. Au mois de septembre, d'ailleurs, on aura lieu une nouvelle séance de plénière. Ça avait bien fonctionné, une nouvelle séance de cinéma plénière. Donc aura lieu au mois de septembre également. Ce sera leur premier projet en l'occurrence. Et puis je vous rappelle que l'opération nettoyage de la nature aura lieu le 28 mars prochain, la veille de Nature et Jardin, dans le but qu'il y ait de la cohérence dans l'opération qu'on va mettre en place et puis ce qui va se passer dans le. Et c'est tout concernant les commissions éducation pour jeunesse. Merci Michael. Donc maintenant nous allons passer à la commission association culture sport. Et donc, je passe la parole à Sophie Minoret. Bonsoir à tous. Au niveau de la commission Asso Culture Sport, on est surtout sur on épluche les dossiers de subvention. Donc, on a déjà fait 2 séances. On a eu une toute dernière jeudi soir. On verra les dernières demandes de subvention. Sachez juste qu'on est toujours sur des associations qui sont très dynamiques, qui ont beaucoup de projets. Et voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et puis dimanche aura lieu le spectacle Le Petit Détournement dans la salle William Turner. Donc je vous rappelle, c'est de l'improvisation sur des films d'animation. Merci Sophie. Nous allons passer maintenant à la commission environnement, tourisme et vie économique. Et donc je passe la parole à Jean-Guy Guluchon. Oui, bonsoir, Jean-Guy Guluchon. Donc très rapidement, je reviens simplement sur la soirée Feu aux entreprises qui s'est déroulée donc jeudi dernier, le jeudi 29 janvier, sur la ZAC des Remondières, donc dans l'entreprise qui s'intitule l'allocation Wicarin. C'est une association, c'est une entreprise donc dirigée par des personnes d'une même famille. Guillaume Isfort, son père, son frère, donc ils sont 3. Belle soirée, 55 personnes présentes, dont une quinzaine d'élus. Cette rencontre donc a été plutôt bien animée et a très bien plu. Monsieur Isfort donc a pu présenter son entreprise, qui est une entreprise qui loue le petit matériel. Et qui a donc très heureux d'avoir pu présenter, ça fait 3 ans que cette entreprise a démarré, et il était vraiment très heureux que ça se passe chez lui et de pouvoir présenter son entreprise. Personnellement, moi je tiens à remercier donc nos collègues Catherine, Martine, Clémence, Aurélia, qui se sont vraiment investis pour que cette soirée se déroule dans de très bonnes conditions. Donc je vous remercie personnellement. Prochaine commission TVE, c'est mercredi prochain. Merci. Merci Jean-Guy. Nous allons passer maintenant à la communication. Céline. Donc, bonsoir, c'est Céline Bermezanette. Du coup, communication, neutralité oblige. Donc nous communiquons toujours de la même façon jusqu'à la fin. Merci Céline. Alors maintenant, et nous allons parler dans un premier temps de territoire d'énergie 44. À toi Philippe, c'est à l'actualité. Donc je peux juste ajouter qu'effectivement, territoire d'énergie 44, on réalise des travaux de renforcement du réseau électrique.
Je recommence. Donc, je peux juste ajouter que le territoire d'énergie 44 organise des travaux de renforcement du réseau électrique. Donc malheureusement en même temps que le pont de la gare, donc, ce qui pose des petits soucis comme j'ai dit tout à l'heure. Donc au niveau justement du rond-point de la Joie, on peut penser qu'il y aura encore 2 semaines de travaux. Sinon, si je peux dire par rapport au parking de la gare, on m'a posé la question plusieurs fois, donc au niveau de la borne de recharge électrique, c'est une puissance, on va dire, rapide, mais pas très rapide. Donc ça sera de 1 heure à 3 heures de chargement. C'est une borne pour 2 véhicules sur 2 places. Merci Philippe. En ce qui concerne les effets de la compta, je vais demander à Sophie Ménoret de faire part de l'activité de la compta. Merci. Alors pour la compa, nous sommes en conseil communautaire avec le vote du budget le 12 février, donc la semaine prochaine en fait. On a eu le débat d'orientation budgétaire fin décembre. Merci. Autre actualité, c'est l'actualité du CIVOM. Je vais te passer la parole, Michael. Oui, alors concernant le CIVOM, nous avons eu le débat d'orientation budgétaire la semaine passée et nous voterons le budget la semaine avant les élections. Je viens de regarder la date, je ne la perds pas. Enfin, au mi-mars, globalement. Sachant qu'on a un léger excédent pour l'année 2025, ce qui est plutôt bien. Mais si on a voté une délibération tout à l'heure concernant une avance de trésorerie, c'est que le CIVOM est un EPCI sans fiscalité propre, et en fait le CIVOM ne vit que des subventions qu'il perçoit des autres communes. Et en l'occurrence, il se trouve que là, on a 2 assos qui sont globalement, qui sont déficitaires sur le budget 2025. Et du coup, on doit leur faire aussi cette avance de trésorerie pour qu'ils puissent en l'occurrence verser des salaires des gens du mois de janvier, d'où le fait qu'on a demandé, nous aussi, au CIVOM, une avance de trésorerie au comité. Merci. Donc je constate qu'il n'y a pas de questions orales de la part de la communauté. Pardon? Oui, une question orale écrite, si vous voulez. Enfin, orale écrite, non. Oui, je suis confus, désolé. Non, est-ce qu'il y aurait une question éventuellement avant de clôturer ce conseil? Ah, je vous sens agacé, monsieur. On va un petit peu quand même. Donc, je vous annonce que donc, le conseil est clôturé à, on va dire, aller à 19h56 et que la prochaine séance de conseil municipal aura lieu le mercredi 4 mars. Vous pourriez rester assise, madame, pendant que je parle. Mercredi 4 mars 2026 à 18h30. Merci.